Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce programme. C'est une tribune dédiée à un outil très capital dans le développement économique du Congo, un projet existant il y a quelques mois par la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans son ambition de garantir un avenir meilleur aux Congolais. Il s'agit bien évidemment du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement aux très petites et moyennes entreprises, FIGA en sigle. Le FIGA, dont les activités ont été officiellement lancé par le gouvernement en janvier dernier, est dirigé par un cadre chevronné du ministère des PME. Il s'agit bien entendu de M. Armel Friedlin Mbouloukwe, qui est notre invité. Bonsoir, Monsieur le DG. Bonjour, Madame la journaliste. J'ai le plaisir d'être avec Serge Lepote et Alphonse Ndongo. En tout cas, nous vous remercions de nous accorder ces moments, puisqu'il s'agit de parler du projet que vous dirigez, le fonds FIGA, donc un fonds qui est très capital, nous l'avions dit, dans le développement économique congolais. Pour commencer cet entretien, nous nous sommes intéressés à votre parcours qui attire de l'attention, qui suscite de l'intérêt, qui suscite également de l'admiration. Un bac agricole, des études supérieures économiques. Comment s'est faite cette mutation? Merci, Madame la journaliste. C'est un parcours de circonstances. Et quand j'étais à l'école primaire, dans mon village, il y avait une coopérative agricole, il y avait une ferme agricole. Et mon rêve d'enfant, c'était être ingénieur agronome. Donc, après le BMG, j'ai eu le concours d'entrer au lycée technique agricole de Ouesso. Et de là, quand nous arrivons en terminale, il y avait déjà des problèmes de financement de l'agriculture qui se posaient. Nos enseignants nous disaient que l'agriculture souffre dans notre pays, entre autres, à cause du manque de financement. Et c'est ça qui m'a poussé à aller faire les sciences économiques à l'université. Monsieur le DG, vous êtes titulaire d'un DEA en économie obtenu à Paris. Vous avez une expérience et un parcours honorable. Les principales fonctions: inspecteur à la commission bancaire de l'Afrique centrale, COBAC, directeur général adjoint de la Société Générale Congo, conseiller aux institutions financières nationales, à la monnaie et à la dette du ministère des Finances et du Budget. Aujourd'hui, vous êtes directeur général du FIGA. Une fierté, n'est-ce pas? Bon, en toute humilité, je dirais plutôt la chance. J'ai eu la chance parce que beaucoup de jeunes de ma promotion n'ont pas fait ce parcours, n'ont pas eu cette chance. Je suis un fils des terroirs, donc je quitte mon village, je fais un parcours. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de mon pays m'ont fait confiance pour diriger le FIGA. Je pense que j'ai eu de la chance. Je veux quand même que vous me confirmiez, peut-être je me trompe, il y a une anecdote à ce sujet qui fait que vous passiez de l'agriculture à l'économie, puisque vous vous posiez la question pourquoi il ne fallait pas fabriquer la monnaie pour distribuer, parce que ça posait problème aux agriculteurs pour finalement qu'ils aient de moyens à faire fonctionner leur agriculture. Et vous êtes allé en économie, certainement vous avez compris. Est-ce qu'aujourd'hui, comme disent certains théoriciens de l'économie, il ne faut pas penser à la planche à billets pour financer l'agriculture? Merci pour cette question. Alors, je me rappelle très bien, nous étions en terminale au cours d'un cours de phytotechnie. C'était une culture de cacao, nous étions en train d'étudier et notre enseignant nous disait il se pose un point de financement. Donc, j'ai posé la question à mon enseignant, pourquoi l'État ne peut pas fabriquer de l'argent, trouver les financements, fabriquer l'argent pour pouvoir financer l'agriculture? Et il m'a dit il faut aller en sciences économiques justement pour comprendre ce genre de phénomènes monétaires. Et beaucoup plus tard, je suis passé par la Banque centrale, donc je suis bien placé pour dire que ça, c'est dangereux. La planche à billets, c'est dangereux. C'est une question d'actualité au niveau des banques centrales, au niveau du pays. Et s'il faut un peu d'inflation pour stimuler l'économie, je pense que chez nous, dans la CEMAC, ça se passe plutôt bien, on maîtrise l'inflation, on ne fait pas ce genre de choses. Notre banque centrale est indépendante aujourd'hui pour lutter contre l'inflation, pour lutter contre la planche à billets. Monsieur le DG, l'institution dont vous avez la charge aujourd'hui, le FIGA, est né des cendres de plusieurs projets l'ayant précédé. Alors pourquoi ces projets pourtant bien élaborés, on peut dire tout autant bien élaborés que le FIGA aujourd'hui, n'ont pas fait long feu? Alors, vous avez bien fait de le rappeler, le FIGA est né sur le centre de fonds de garantie de soutien des PME.
qui lui-même a été créé en 1985 pendant le dirigisme. Donc déjà, à cette époque, les dirigeants du pays avaient anticipé la fin du dirigisme, je crois. Et en ce moment, ce fonds n'a pas fonctionné dans les mêmes circonstances comme il faut. Ce fonds s'est appliqué beaucoup plus sur le soutien et non la garantie. Donc, aujourd'hui, les autorités ont jugé utile de créer le FIGA, un fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement pour justement diversifier l'économie, impulser plus davantage le processus de développement du pays. Et Monsieur le DG, lorsqu'on sait très bien que l'expérience des fonds chez nous, vous venez de parler du fonds de garantie aux entreprises, il y a un autre fonds dont on a connu l'échec, c'est le fonds, n'est-ce pas, de soutien à l'agriculture. Qu'est-ce qui peut faire donc la différence aujourd'hui entre le fonds, c'est-à-dire le FIGA, et les anciens fonds? Alors, merci beaucoup pour cette question. Et cette question nous a été posée à plusieurs reprises par différents acteurs. Et ma petite expérience dans le contrôle bancaire nous a montré que une institution, pour qu'elle marche, il faut d'abord définir les règles de gouvernance. J'entends des règles de gouvernance, c'est l'ensemble des procédures qu'il faut rédiger, les pouvoirs de tout un chacun, de l'organe délibérant jusqu'au directeur général et aux agents. Alors, il faut avoir ce que le FIGA a fait. Il faut avoir un système informatique capable justement de rendre les chiffres fiables. Il faut définir les points de contrôle. Il faut mettre en place un système de la sorte que la balance comptable, les états financiers comptables, ils soient fiables et conformes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de FIGA. On a acquis un logiciel et les applications qui vont avec pour que nous ayons la facilité de contrôler, pour que nous ayons la facilité de faire sortir les états financiers fiables, pour que chacun de nous peut apprécier la marche du FIGA. Nous parlons du fonds de garantie et de soutien qui a connu d'ailleurs l'échec. Et parmi les griefs apportés lors de l'étude menée par le cabinet Ernst & Young, dans la préparation bien évidemment de l'implémentation du FIGA, on a révélé certaines failles, notamment l'État qui détenait seul le 100% de fonds dans cette structure, mais aussi il n'y avait pas de business oriented. Est-ce aujourd'hui avec le FIGA en termes des procédures, en termes d'orientation, tout cela a été revu pour garantir le succès du FIGA? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout ce que l'État détient, ça ne marche pas. Non, comme je disais dès le départ, c'est un problème de process, un problème de procédure. Justement, ce que nous avons fait, nous avons réajusté depuis notre arrivée certaines choses. Le business plan est comme tel, c'est le business plan. Maintenant, dans la réalité des choses, on a réajusté pas mal de procédures de la sorte que même si c'est un établissement public, et que les process soient bien faits, que le système soit bien roulé, pour assurer la viabilité du FIGA. Monsieur le DG, pour les petits commerçants qui nous suivent et qui n'ont pas toutes les notions d'économie, est-ce que vous voulez dire par là que cette fois-ci, ce ne sera pas comme au fonds de soutien à l'agriculture où ce sont des puissants, n'est-ce pas, appelons-les ainsi, qui raflaient la mise de tous les crédits? Comment ça va se passer? Parce qu'on sait que chaque fois qu'il y a l'État qui soutient par initiative, les plus puissants, c'est-à-dire les hommes politiques, les influents, finissent par rafler la mise de tous les crédits et finalement, ceux qui auraient pu en bénéficier ne sont pas toujours au centre des préoccupations. Alors, le FIGA fonctionne comme à l'image d'une institution financière. En regardant le mécanisme de fonctionnement qui a été mis en place au niveau du FIGA, le FIGA s'adosse sur les banques et les microfinances. Alors, le FIGA a 3 piliers. Il y a de l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. L'impulsion, ça veut dire quoi? Un jeune porteur de projet, un promoteur peut venir nous voir, il a un projet, nous allons faire à ce que son projet soit bancable et on l'oriente vers la banque. Entre-temps, au niveau de la banque, le FIGA a des fonds. Le FIGA a le cash au niveau des banques, de la sorte que la banque puisse donner du crédit à l'entreprise avec notre garantie. Et en ce moment-là, il n'y a pas ce qu'on peut dire trafic d'influence, quelqu'un peut venir nous demander de l'argent. Ce n'est pas possible. C'est la banque
qui donne le crédit et ce n'est pas le FIGA qui donne de l'argent. Nous voulons dire qu'il est d'autant plus important de parler aujourd'hui du FIGA, puisque nous savons que le Congo s'est lancé sur la voie de la diversification de son économie par la volonté, bien entendu, du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qu'il a bien exprimé d'ailleurs dans son projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Mais avant de poursuivre nos échanges, nous allons nous tourner du côté des Congolais qui s'interrogent sur la crédibilité de ce fonds FIGA. Comment fonctionne-t-il? Comment faire pour être bénéficiaire? Donc, suivons donc les Congolais dans ce reportage. Merci, monsieur le directeur général du FIGA, pour nous donner cette opportunité vraiment en or pour m'adresser à vous et vous faire part, effectivement, de la situation de quelques entreprises ou des porteurs de projets que nous rencontrons du jour au jour aussi. Donc, voilà quelques questions ou quelques situations auxquelles nous sommes confrontés. C'est parfois celui des jeunes entrepreneurs ou celui des start-upers qui, au début, n'ont que simples idées, d'accord, qui n'ont pas de financement. Mais ces entrepreneurs, lorsqu'ils viennent pour être accompagnés, d'accord, ils ne savent pas où frapper. Ils ne savent pas à qui s'adresser. Ma question alors, c'est celle de savoir, si vous voulez les accompagner, ceux qui n'ont rien, effectivement, alors qu'attendez-vous de ces personnes? Ça, c'est ma toute première question. La deuxième question, vous savez que l'entrepreneuriat, c'est difficile, d'accord? Mais cette jeunesse qui veut bien sortir de parfois la situation du chômage ou d'autres, veulent bien entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont les garanties pour le FIGA, effectivement, pour ces jeunes entrepreneurs qui sont parfois étudiants, mais qui ne savent vraiment où frapper, à la porte qui? Parce que les banques aujourd'hui ne sont pas accessibles pour leur octroyer du crédit. Donc, eux, ils ont sûrement pour dernier recours qui est le FIGA, mais en entendant quand même un peu dire que le FIGA ne peut garantir qu'à un certain nombre de pourcentages. L'initiative de soutenir l'entrepreneuriat juvénile, c'est déjà une bonne initiative parce que ça va booster l'économie. Et puis, vu que la démographie congolaise est majoritairement jeune, donc si on donne la capacité aux jeunes de pouvoir contribuer dans l'économie congolaise, je crois que ça sera un essor important pour le développement de l'économie congolaise. Ce que je voudrais demander, solliciter au DG, c'est vraiment qu'il y ait de la transparence. Qu'il y ait de la transparence, que l'examen des projets soit de façon claire et équitable. C'est-à-dire qu'on examine les projets d'entrepreneuriat juvénile, mais en laissant de côté toute autre accotation, raffinement ethnique, toutes les autres accotations que nous savons qui gangrènent notre système social. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Un deuxième aspect, il faut accompagner aussi ces jeunes-là. Parfois, un jeune peut avoir un projet, mais comme il n'a pas encore essayé, mis en pratique ce projet, la faisabilité, parfois, ça peut être difficile. Donc, il faut accompagner ces jeunes-là. Il faut créer des structures annexes pour que ces jeunes-là soient suivis, pour que ces jeunes-là sachent comment entreprendre. On peut avoir l'idée, mais on n'a pas la technique pour entreprendre. Donc, essayer de mettre ces jeunes-là en relation avec des cabinets comptables, des cabinets de conseil, pour que ces jeunes, une fois qu'ils ont reçu des fonds, parce qu'on sait que l'argent attire souvent beaucoup de choses, une fois qu'ils ont reçu des fonds, qu'ils sachent comment utiliser ces fonds-là dans le but de faire progresser leurs affaires, leurs entreprises. Parce qu'on peut bien produire, mais il faut vendre. Il faut aussi voir l'aspect extérieur de la production. Il faut vendre. Donc, accompagner les jeunes, que ce soit des projets qui peuvent être soit vendus au niveau national, qu'on crée des marchés où on peut vulgariser ces productions. On vulgarise par exemple l'artisanat juvénile, on peut créer des salons, des foires pour vulgariser la production juvénile. Ou même on peut chercher aussi des partenariats extérieurs, pourquoi pas. On peut chercher des partenariats avec le monde extérieur pour qu'il y ait entrée des devises au niveau national et que les jeunesses puissent sentir les mouvements de l'économie. Il y a trop de taxes aussi dans notre pays. Les petites entreprises qui s'ouvrent là, ils sont assujettis à des taxes. Non, il faut créer quand même un temps où une entreprise, quand elle ouvre, au moins on a 2 ans, 3 ans où l'entreprise elle n'est pas assujettie à la taxe. Comme ça permet à l'entreprise de respirer parce que les débuts de l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Voilà les quelques suggestions que j'apporte au DG. Au début, je dirais que c'est une très bonne initiative déjà, vu les difficultés qu'ont les jeunes à pouvoir avoir de l'emploi. Et également, en parlant du mandat du président de la République, l'actuel mandat du président de la République, dont la jeunesse occupe une place très importante, je pense que aider les jeunes dans ce sens-là
surtout les jeunes entrepreneurs, c'est une très très bonne idée. Et puis cela permettra aux jeunes également d'avoir du quoi faire, du travail et de créer des emplois. C'est une bonne idée. Bon, comme toute chose déjà, l'idée c'est bonne, mais la grande question de savoir, est-ce que ça va vraiment profiter aux jeunes? Nous savons, nous connaissons notre pays, il y a certaines réalités qui font en sorte que ce ne sont pas souvent des bénéficiaires qui bénéficient de ce qui leur est dû. Donc, je dirais, non seulement la mise en place, mais également il faut suivre que vraiment des vrais jeunes entrepreneurs puissent en bénéficier pour créer de l'emploi. C'est un bon projet, bien sûr, s'il est bien structuré. Quand je parle de la structuration, ça veut dire que du début jusqu'à la fin du projet, vraiment que début jusqu'à la fin du projet, qu'il y ait vraiment un accompagnement sûr, en fait, sur ça. Donc, je dis que c'est un bon projet, c'est une belle initiative, en fait, du nouveau gouvernement pour pouvoir, évidemment, accompagner ces entrepreneurs qui ont parfois du mal à trouver le financement. Il y a plein mal d'entreprises et jeunes entrepreneurs ici au pays qui ont l'initiative d'entreprendre. Et on sait ce que c'est l'entrepreneuriat, ce que ça fait dans l'économie d'un pays. Alors, par rapport à ça, effectivement, les jeunes se heurtent au mur de accompagnement en termes financiers. Donc, par rapport à ça, déjà, c'est une très bonne chose, le FIGA, mais aussi, ce financement, ça va aider en fait à booster différents secteurs, notamment les secteurs de technologie comme lesquels nous sommes, et bien entendu les secteurs de l'agriculture qu'on peut rendre plus intelligents et plus profitables en fait à l'économie congolaise. Alors oui, monsieur le DG, tout d'abord bonjour et encore très bonne chance pour votre projet. J'espère qu'il va aboutir vraiment avec grand succès. Mais déjà, quelques inquiétudes en fait. Comment seront vraiment gérées en fait ces différentes étapes? Et comment on peut essayer de mettre comme une police auprès des banques? Parce que si déjà on part sur certains pourcentages auprès des banques, est-ce que tous ces entrepreneurs qui seront accompagnés seront en mesure de rembourser en fait? Parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans un système où on sera encore comme bloqué dans le système financier qui est déjà établi. C'est-à-dire qu'on prend le prêt, mais on n'est pas à mesure de pouvoir le rembourser forcément par rapport à tout ce qui peut se passer. Donc, comment vous allez pouvoir gérer le taux d'intérêt, les conditions pour rembourser ce taux d'intérêt? C'est vraiment ça qu'il faut vraiment ficeler, qu'il faut vraiment donner une belle direction pour que ça ne puisse pas causer préjudice auprès de ceux qui vont pour le financement. Parce que l'idée, d'ailleurs, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans un système capitaliste comme aux États-Unis. Ben, la banque investit, tout se passe bien, mais à la fin, le taux d'intérêt est tellement grand et ça devient compliqué pour ces entrepreneurs de rembourser. Merci. Monsieur le DG, les Congolais se sont exprimés, ils s'interrogent. Vous les avez suivis, votre réaction? J'ai suivi avec attention la réaction des jeunes leurs réactions qui sont légitimes. Et il faut que j'explique comment marche le FIGA. Le FIGA a 3 piliers. Il y a l'impulsion qui se fait au niveau de l'écosystème. Le FIGA appartient à un écosystème composé entre autres de l'Agence nationale de l'artisanat, l'Agence de développement des PME, l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. C'est un écosystème qui a été mis en place au niveau du ministère des PME. Alors, sur le volet impulsion, vous avez les promoteurs, les jeunes, comme ils disent, ils viennent nous voir, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils ont des idées, des bonnes idées. Nous allons les prendre, les aider avec les cabinets comptables et à faire à ce que leur dossier, leur projet soit bancable. Et à ce niveau, nous les envoyons à la banque. Et s'ils ne sont pas encore constitués en société, ils vont à l'Agence congolaise pour la création d'entreprises créer de l'entreprise. Parce que l'idée aussi de FIGA, de l'écosystème, c'est faire sortir des gens du secteur informel vers le formel. Alors, une fois qu'ils ont constitué l'entreprise, ils peuvent aller à la banque, dans la banque de leur choix, sachant qu'ils ont déjà notre label, sachant que nous avons le volet garanti derrière. Et quand ils vont demander les financements au niveau de la banque va faire jouer la garantie. La banque va leur accorder le crédit avec notre garantie. Parce que comment la banque va nous croire? La banque croit à la garantie de FIGA parce que le FIGA a les fonds au niveau des banques. Et deuxièmement, le jeune a parlé de l'accompagnement. Le FIGA fait de l'accompagnement. Quand vous avez pris un crédit au niveau de la banque, le FIGA a l'obligation de vous suivre sur le terrain avec les experts, avec les reportings comptables, avec les contrôles, de la sorte que vous ne puissiez pas
tomber. Alors, la troisième chose au niveau de la banque, qui facilite la banque, justement, c'est le point de pondération. Et nous sommes en train de discuter avec la COBAC en ce moment pour que le FIGA ait une pondération favorable. 0%, peut-être 10% ou 20%. Ça veut dire quoi la pondération? Quand une banque octroie du crédit, il faut qu'il ait les fonds propres nécessaires pour supporter ce crédit. Alors, quand le crédit est pondéré et quand la signature est pondérée à 0% parce que c'est garanti par le FIGA, ben, la banque va faire une économie sur ses fonds propres et ça va lui permettre d'octroyer plus de crédit. Donc, pour ces trois raisons, la banque est obligée de suivre le FIGA. La banque va suivre le FIGA et de la sorte que nous allons pousser les banques à donner plus de crédit aux entreprises. Et les jeunes ont totalement raison parce que la situation économique est telle qu'il faut la diversifier, il faut les encourager à créer des entreprises, il faut qu'on encourage les Congolais, les femmes, les jeunes à prendre possession de leur économie. Alors, Monsieur le DG, une question quand même. Le fonds a un capital de 15 milliards de francs CFA. Dans un environnement d'assèchement financier à Brazzaville, d'où viennent les 15 milliards de francs CFA qui permettent au fonds de vivre? Alors, merci, monsieur le journaliste, pour cette question. C'est vrai, certes, le pays a des difficultés. Il y a quand même la volonté politique. Le pays n'est pas par terre. Il y a les mécanismes qui sont prévus pour pouvoir mobiliser les fonds. Le gouvernement a fixé le fonds initial, ce n'est pas le capital parce que nous sommes en EPA, en établissement public à caractère administratif, peut-être un jour en EPIC ou une société anonyme. Le gouvernement a fixé le capital initial à 15 milliards. 15 milliards, c'est le fonds initial, l'équivalent de capital qu'il faut libérer au fur et à mesure. Et je remercie le gouvernement justement qui nous a encouragés aller sur le marché monétaire animé par la Banque centrale pour pouvoir mobiliser ces fonds. Donc, à ce jour, nous avons mobilisé un tiers de ce fonds et le reste, je pense, avant la saison sèche, nous allons réunir les 15 milliards. Ouais. Je posais la question parce que vous êtes arrêté. Le FIGA a comme partenaire une structure belge qui accompagne donc le FIGA. Moi, j'aimerais savoir quel est le rôle de ce partenaire belge dans le financement du FIGA. Laissez-moi finir avec le fonds initial. Alors donc, les 15 milliards, justement, c'est le fonds initial qui va servir de garantie. C'est cet argent que nous allons mettre dans les banques, et la première tranche est déjà dans les banques, qui va permettre justement aux banques d'accepter la garantie du FIGA. Première question. Le deuxième aspect, c'est le service public du FIGA. Le FIGA fait de l'impulsion et de l'accompagnement. Ce sont des métiers à perte. Ce n'est pas avec l'impulsion et l'accompagnement que le FIGA va gagner de l'argent. Les jeunes ont raison de dire qu'il faut nous accompagner. Il faut accompagner les jeunes, il faut accompagner les entreprises. Donc ça, c'est le service public du FIGA. Et ce service est fixé et justement financé par les mécanismes qui sont prévus dans la loi des finances 2021. En tout cas, les honorables députés, ceux de la Commission économie et finances, nous ont permis justement cette possibilité d'avoir une taxe qui est recouvrée par la CNSS pour pouvoir financer le service public, l'impulsion et l'accompagnement. Alors, je reviens sur ma question. La structure belge. Justement, le FIGA étant un instrument important de stratégie, nous avons l'assistance de l'institution belge qui s'appelle BBA, Belgian Banker Academy, qui nous encourage, qui nous assiste dans la rédaction des procédures, dans la marche de FIGA pendant les 5 premières années. Je pense que c'est une bonne chose. Et même dans les grandes banques, on a besoin de l'assistance technique, comme une fois, nous autres, comme les structures comme le FIGA. Alors, monsieur le DG, vous parlez des banques qui vont vous accompagner parce que l'argent va être déployé là-bas. Quelles sont les garanties que vous avez que les banques vont suivre les FIGA? Parce que les banques ont des problèmes, on sait, dans notre pays, ne financent pas le développement des entreprises parce que bon, ce sont des banques commerciales. Mais il y a également la question des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale. Je n'ai peut-être pas la bonne information, on parle de 12% et qui fait que les banques avec les contractants, il y a un problème. Est-ce que les banques vont vous suivre dans cette démarche? Alors, il y a deux aspects dans votre question. Je ne pense pas que les banques refusent d'octroyer les crédits. Un banquier, pour donner le crédit à une entité, à une entreprise, une personne, la première chose, c'est la rentabilité. Est-ce que le projet est rentable?
quand il regarde que le projet est rentable, le deuxième aspect, si ça tourne mal, comment la banque peut être remboursée? Comment mon argent peut être remboursé? C'est comme ça que le banquier réfléchit. Là, il se pose mon point de garantie. Quelle est la garantie que vous me donnez au cas où le projet tourne mal? Dans ce cas, le FIGA vient justement pour faire de la garantie. Mais à quel moment la banque va croire au FIGA? Pour 3 raisons que j'ai évoquées. La première, c'est le cash. Le FIGA a de l'argent dans les banques et ce cash, c'est la meilleure garantie qu'on peut avoir au niveau des banques. Quand vous regardez les règles bancaires de BAD 2, BAD 3, et le cash reste de loin la meilleure garantie. En ce moment, nous avons la crise. Si l'hypothèque constitue jusqu'à aujourd'hui un élément important de la garantie, mais quand il y a la crise, c'est une banque qui va acheter une maison plutôt, qui va acheter une maison, qui va acheter cette maison, puisque nous sommes en crise. Et aujourd'hui, le FIGA a le cash, c'est ça où la banque croit. Pour la deuxième raison, je parlerai de l'accompagnement, comme j'ai dit tantôt. Le fait que le FIGA accompagne des clients de la banque. Et du coup, ces clients, les banques vont entretenir un portefeuille des clients sains, des entreprises saines. Vous voyez? Alors, le troisième volet, la troisième raison, c'est au niveau de la pondération, comme j'ai dit. Dès lors que la garantie de FIGA est pondérée à 0% ou 10%, et la banque va faire les économies en termes de fonds propres. Et toutes ces raisons font que les banques vont suivre le FIGA. D'ailleurs, les banques nous encouragent. J'ai oublié de vous le dire. Le FIGA, c'est un projet qui est très important, même au niveau de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale nous a soutenus dans la mobilisation, nous soutient la mobilisation du fonds initial, parce que au niveau du Congo, comme nous savons au niveau de la sous-région, nous importons beaucoup de choses. Dans le cas du Congo, le chiffre a été avancé, 700 milliards pour importer les vivres. Alors, si nous produisons, nous exportons, la Banque centrale ne va plus perdre ses réserves de change. Parce que quand nous importons en devises. La Banque centrale est obligée de faire sortir ces devises. Ça baisse les réserves de change et la vigueur de notre monnaie. C'est pour ça que la Banque centrale aussi nous encourage. En tout cas, c'est un projet qui concerne tous les acteurs, la Banque centrale, les banques, l'État, en termes de création d'entreprises, création d'emplois, diversification de l'économie. Pour répondre directement à votre question, les banques vont nous suivre pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, les banques auront des bons clients, un portefeuille sain, vont accroître leur chiffre d'affaires qu'on appelle le produit net bancaire et mécaniquement, le taux d'intérêt va baisser. Parce que le taux nominal, le taux que le client achète, paye au niveau de la banque, il y a 2 dimensions du taux. Il y a 2 dimensions, il y a 2 paramètres dans le taux. Il y a le taux directeur de la Banque centrale qui sert de référence dans une banque et il y a la prime des risques. Or, cette prime des risques est partagée avec le FIGA. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, le prix de loyer de l'argent va baisser. Je ne veux pas monopoliser la parole, les confrères vont répondre, mais je suis quand même très curieux de savoir certaines choses. Nous avons suivi les jeunes qui ont parlé et moi je vais ajouter dans leurs questions, quels sont les secteurs qui sont prioritaires pour la prise en charge au niveau du FIGA? Est-ce que vous avez un secteur particulier comme dans le projet de société du président de la République, l'agriculture est mise en avant? Est-ce que l'agriculture sera prioritaire par rapport à d'autres? Le président de la République a parlé de l'agriculture qui devient la priorité. C'est tout à fait normal parce que dans une société, quand on se lève le matin, il faut d'abord manger. Donc l'agriculture, pour nous, c'est la priorité des priorités. Et le FIGA ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de priorité aujourd'hui. Tous les secteurs qui concourent à la création de richesses au niveau de notre pays sont les bienvenus au FIGA. Nous avons justement une attention particulière pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la petite industrie, les services. Monsieur le DG, vous êtes un fonds de garantie de haute facture avec un montant assez conséquent qui garantit ce qui accompagne les entreprises. À vous entendre parler tout à l'heure, nous voulons comprendre une chose. Est-ce que vous êtes une institution financière à part entière ou vous travaillez avec des banques dans ce sens où vos fonds sont déposés dans les banques avec lesquelles vous travaillez? Alors, le FIGA, c'est un instrument qui est dans un écosystème au niveau des PME. Vous voyez,
Alors, quand un opérateur arrive, un promoteur arrive, il est pris en charge au niveau de ce que nous appelons en termes de PME là-bas, la maison de l'entreprise. On va construire un jour la maison d'entreprise physique. Donc, quand le promoteur arrive, il est pris en charge au niveau de l'agence de développement des PME, si c'est une entreprise, ou au niveau de l'agence nationale de l'artisanat, comme si c'était un artisan. Maintenant, le FIGA vient, c'est l'instrument financier de cet écosystème. Donc, le FIGA est à mi-parcours du monde des entreprises et les banques. Les banques, comme vous savez, la meilleure façon de faire, c'est de passer par les banques pour éviter certaines erreurs que nous avons connues dans le passé. C'est pas le FIGA, il ne va pas prendre 15 milliards dans un bureau, on commence à distribuer aux gens. Non, il faut passer par une banque. Et ça rassure tout le monde. Et de par votre rôle d'impulsion et d'accompagnement, est-ce que vous disposez de la ressource nécessaire, c'est-à-dire la ressource humaine, l'expertise qu'il faut pour que vous puissiez jouer pleinement ce rôle? Parce qu'on sait que les banques, généralement, n'ont pas toujours la ressource humaine de qualité qu'il faut dans divers projets. Au niveau de la banque, c'est justement de la garantie, uniquement de la garantie. L'impulsion et l'accompagnement sont assurés par les partenaires, les experts, les cabinets. C'est ça justement qui permet d'assurer ces services publics. Et c'est le FIGA qui paye justement ces cabinets. C'est ça ce que j'appelle par service public. Est-ce que ça ne va pas être trop lourd en termes d'exploitation? C'est-à-dire qu'avec 15 milliards, vous devez financer multi-projets au Congo, mais avec quelles ressources et avec quels moyens? Est-ce que ça ne va pas peser dans votre fonds? Alors, nous devons comprendre que le FIGA ne finance pas. Le FIGA garantit. C'est les banques qui financent. Les banques aujourd'hui, ils ont de la liquidité. Nous avons vu la crise des années 90 où la plupart des banques ont fait faillite. Aujourd'hui, nos banques ont été résilientes face à cette crise. Sur tous les 10 banques, aucune banque n'a été en faillite. Donc, les banques ont de la liquidité. Nous venons en garantir justement les 15 milliards, le fonds initial du FIGA, c'est à la garantie au niveau des banques. C'est le cash qui est déposé au niveau des banques pour servir la garantie. Le banquier, quand il a vu de l'argent du FIGA qui demande la garantie, le banquier est à l'aise d'octroyer le crédit. Alors, Monsieur le DG, vous avez officiellement lancé les activités au mois de janvier, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous sommes au mois de mai, quelques mois se sont écoulés. Où en êtes-vous? Est-ce qu'avez-vous déjà enregistré les premiers candidats pour un accompagnement? Et combien sont-ils? Et vous envisagez finalement d'accompagner combien dans les jours qui vont venir? Alors, la cérémonie de lancement de FIGA a eu lieu le 12 janvier sous les auspices de Monsieur le Premier ministre. Alors, il faut savoir qu'il y a un décalage entre le moment où vous recevez les fonds et le moment où vous ouvrez les guichets au public. Je prends un exemple. Quand nous étions à la Société Générale, nous sommes venus installer la Société Générale. Entre le moment où nous avons libéré le capital et le moment où nous avons ouvert les guichets, il s'est passé une période peut-être 9 à 10 mois. Et là encore, après avoir ouvert, il y avait quelques ratés, si bien qu'il fallait faire les estournes comptables. Pour ce qui est des FIGA, nous avons reçu des moyens, nous avons avancé dans la rédaction des procédures, nous avons acquis un référentiel comptable parce que tout doit être tracé. Un fonds sorti ou encaissé doit être retracé. Voilà. Et nous avons commencé le paramétrage informatique. Nous avons choisi le référentiel comptable, Cisco WADA, pour essayer les applications sur le logiciel. Donc, que ce soit la gestion du personnel, la gestion des garanties, la gestion des risques, tout ça, c'est informatisé. Et donc, même pendant ces temps, vous avez quand même nommé certains directeurs exactement. centraux. Est-ce que ça ne pouvait pas aller en même temps que vous recrutez, vous nommez des directeurs centraux, mais également commencer à recevoir les jeunes, parce qu'ils entendent que ça? Je comprends l'impatience des jeunes. Mais il faut faire une institution qui soit viable. Qu'est-ce qu'on a fait? Entre-temps, nous avons recruté les directeurs centraux qui viennent d'horizons divers et les directeurs centraux sont nommés par décret du Premier ministre. Donc, ça suit le cursus administratif. Sur votre proposition, bien évidemment. Proposition du directeur général, voilà. Et il y a tout un processus, la nomination des services des directeurs centraux,
la confection justement du système d'information, l'informatique, et la rédaction des procédures. Entre-temps, nous avons signé déjà, nous avons envoyé plutôt les projets de protocole de convention aux banques. Sur 10 banques, nous avons commencé d'abord avec 5 banques. Nous sommes en discussion. Je pense que dans quelques jours, nous allons signer les conventions pour pouvoir commencer l'activité de garantie et l'accompagnement qui va avec. Donc, ce que je peux dire aux jeunes qui sont impatients, c'est normal, je les comprends. D'ici là, avant la fin de ce mois, nous aurons à commencer avec l'activité de la garantie et l'accompagnement. Pour l'impulsion. Aline, si vous permettez, monsieur le DG, avant de laisser la parole, terminer par là, parce qu'on parle trop de la procédure. Vous avez suivi un jeune qui a parlé du favoritisme. C'est vrai, on a toujours des procédures qui existent dans nos structures, mais cela n'a pas empêché les favoritismes, notamment, on parlait ici du fonds d'agriculture. Quels sont les mécanismes mis en place dans le cadre des procédures pour que seul le méritant arrive à avoir accès à l'accompagnement du FIGA? Alors, c'est la banque qui octroie le crédit. Et quand vous partez ça, on a compris, monsieur le DG. Voilà, mais c'est vous qui mettez en place les procédures. Alors, moi, c'est au niveau de la garantie que j'interviens. Et en amont, j'ai l'impulsion, en aval, j'ai de l'accompagnement. Donc, quand un jeune qui vient demander un appui pour pouvoir développer son entreprise, donc, il vient nous voir, nous les orientons vers la banque octroie du crédit selon ses critères, bien sûr. Mais avant de l'orienter en banque, certainement, il y a des procédures. Ce n'est pas je me présente et directement vous m'orientez en banque. Oui, les procédures, c'est procédure d'étude de dossier. Vous avez un dossier, et nous allons regarder le business plan. Nous allons vous aider à élaborer ce business plan pour qu'il soit bancable, pour qu'il passe au niveau de la banque. Vous voyez, il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Tous les dossiers, tous les projets sont les bienvenus et il n'y a pas de favoritisme à ce niveau. Monsieur le DG, cela fait appel à une question. Je suis jeune entrepreneur, j'ai besoin de votre accompagnement. J'arrive, je toque à votre porte. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que je dois présenter comme critère? Qu'est-ce que je dois présenter comme élément? Et la suite se fera comment pour que vous arriviez à m'accompagner? Alors, vous êtes porteur de projet. Vous voulez vous voulez créer votre entreprise. Ben, vous venez nous voir, toquer à notre porte, avec un projet, avec des idées. Nous allons vous aider à faire le business plan, à faire le plan d'affaires. Voilà. Si vous êtes déjà une entreprise, ben, nous vous orientons vers les banques, la banque de votre choix, parce que nous allons signer avec toutes les banques de la place. Et si vous n'avez pas encore constitué votre entreprise, nous allons vous diriger vers l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Vous créez votre entreprise et vous venez nous voir. Vous partez à la banque pour demander le financement. À ce niveau, le FIGA intervient au niveau de la garantie. Donc le fonds, l'accompagnement est ouvert à tout le monde en fait, à toute catégorie d'entrepreneurs ou de porteurs de projets. Alors, il faut faire la distinction entre l'impulsion et l'accompagnement. L'impulsion, c'est en amont. L'accompagnement, c'est quand vous avez déjà eu le crédit. Avec la garantie du FIGA, vous serez automatiquement suivi. C'est ce que j'appelle par accompagnement. Donc, vous serez accompagné. Donc, il y a tout un travail à faire, travail d'éducation, d'organisation de votre structure, pour que vous ne puissiez pas tomber. Parce que moi, FIGA, je ne veux pas que la banque fasse appel à ma garantie. Et moi, je fonctionne, le FIGA, la garantie de FIGA fonctionne comme une société d'assurance. Quand un assureur va vous assurer une maison, il s'assure qu'il y a les inspecteurs, il s'assure que le système électrique est bien fait pour éviter l'incendie, parce qu'il n'a pas envie de réaliser sa garantie. Et jusqu'à quel niveau se limite votre accompagnement en termes financiers, bien sûr? Bon, pour le moment, nous avons estimé que jusqu'à 100 millions, nous pouvons garantir jusqu'à 100 millions. Au-delà, nous avons des accords. Nous allons avoir les accords avec certains organismes comme le FAGAS, le Fonds africain pour la garantie et la coopération économique, pour qu'on puisse faire aussi de la co-garantie. Au-delà de 100 millions, nous allons certainement les appeler pour venir faire de la garantie avec nous, de la co-garantie. Monsieur le DG, on sait que nos banques ne sont pas territorialement bien implantées. Alors, que font ceux qui sont
dans l'arrière-pays pour bénéficier des financements du FIGA? Alors, c'est une très bonne question. Et le FIGA, au niveau des régions, à l'intérieur du pays, va avoir les directions départementales. Et je tiens à souligner que le banquier, il suit là où il y a le business, là où il y a les affaires. Je vais prendre l'exemple de la palmeraie des Toumbi, dans la cuvette ouest. Si cette palmeraie se développe, il y a toute une chaîne de valeur qui se crée. Donc, vous faites de l'huile de palme, vous fabriquez du savon, vous fabriquez pas mal de biens autour. La banque va vous suivre. La banque cherche là où il y a là où il y a les affaires, là où il y a le business. J'entends parfois les gens critiquer les banques. Pourquoi les banques ne vont pas en province, dans les régions? Les banques se concentrent seulement à Pointe-Noire et à Brazzaville parce que justement, il n'y a pas le business. Et le FIGA, justement, va impulser les entreprises, les projets au niveau des régions. Et du coup, les banques vont nous suivre. Alors, quel est le taux de garantie que vous pouvez accorder, n'est-ce pas, à un porteur de projet qui s'adresse à une banque? Alors, la garantie, nous l'avons fixée à 50%. Donc, quand vous demandez un crédit au niveau de la banque, notre garantie joue à 50% pour responsabiliser aussi la banque, pour éviter ce que nous appelons l'aléa morale. Il ne faut pas que la banque nous file tous les mauvais crédits, les mauvais dossiers. Donc, la banque aussi est tenue responsable et nous partageons le risque avec la banque. On sait aussi, Monsieur le DG, on a parlé de l'agriculture qui devient une priorité des priorités. Je voudrais un peu qu'on essaye d'explorer des pistes. Comment est-ce que vous allez justement soutenir les porteurs de projets en matière, n'est-ce pas, dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture et tout ce qui va avec? Comment ça peut se passer concrètement? Alors, l'agriculture, justement, vous l'avez dit à juste titre, est la priorité des priorités aujourd'hui parce qu'il nous faut consommer, il nous faut produire. Et au niveau de l'impulsion, nous avons pensé que nous puissions faire quelque chose. Tout en étant, nous ne sommes pas une société de capital et risque pour entrer dans le capital des entreprises. Nous ne sommes pas une banque d'investissement non plus. Je pense que nous pouvons agir au niveau de haut de bilan. C'est-à-dire, pour ce qui concerne l'agriculture, moi, je vous ai dit au départ qu'il y a une espérance. Je suis fils des terroirs. Dans mon village, il y avait une coopérative, il y avait une ferme qui faisait vivre tout un ensemble de villages. Je pense que nous pouvons, dans le cas d'impulsion, acheter le matériel agricole qui appartient au FIGA, le mettre dans les centres de mécanisation agricole. Il y en a 5 aujourd'hui au Congo, à Dolizé, à Bouanta, à Igné, à Otende et puis à Enoni. Le FIGA peut bien acheter son matériel, le faire louer aux coopératives. Et avec nos amis du ministère de l'Agriculture, il est question de regrouper les paysans autour des coopératives. Et quand une coopérative emprunte, c'est beaucoup mieux que ça soit de façon individuelle. Donc, nous achetons le matériel, les coopératives le font louer aux coopératives qui vont produire, quitte à nous rembourser après la récolte, avec, bien entendu, l'option d'achat de ce matériel. Et ce même matériel peut servir au nantissement au niveau de la banque pour pouvoir prêter, pour que les banques puissent prêter le fonds de roulement, l'achat des engrais, l'achat d'autres produits. Donc, à ce niveau-là, je pense que le FIGA a un rôle important à jouer pour le développement de notre agriculture. Il a parlé tout à l'heure, répondant à votre question, de 50% hauteur pour soutenir la garantie. Mais moi, j'aimerais quand même mettre mes pieds sur terre. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, les start-upers qui ont des idées innovantes pour porter l'économie. Mais on sait bien, ces jeunes-là sont souvent dépourvus de moyens, ils ont des projets avec rien. Et si vous ne garantissez qu'à 50%, comment feront-ils pour trouver les restes de 50% qui devraient être considérés comme la contrepartie? Alors, il y a deux choses, il y a deux paramètres dans votre question. La première, les 50%, c'est la garantie. Et le FIGA a garanti à 50%. Pour un premier temps, ce n'est pas figé, pour responsabiliser la banque. Nous avons vu, par exemple, au Maroc, l'État a voulu développer le secteur de l'agriculture. L'équivalent du FIGA, qui est la Caisse centrale de garantie, va jusqu'à 80%. Et même chez nous, ici, avec le PADEC, le concours de plan d'affaires, ils y vont jusqu'à 80%. Exactement. Alors maintenant, la deuxième dimension de votre question, c'est au niveau de l'impulsion. Un jeune qui arrive, il n'a pas d'argent pour pouvoir
créer son entreprise pour pouvoir démarrer. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que le FIGA n'est pas la banque d'investissement ou bien une société de capital et risque. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de regarder au niveau de l'impulsion comment le FIGA peut acheter le matériel, peut intervenir au haut du bilan de la jeune entreprise, comment acheter le matériel pour que l'entreprise, le jeune puisse commencer à travailler. Le matériel appartient justement au FIGA. C'est dans le patrimoine du FIGA, dans la comptabilité du FIGA. Et la jeune entreprise va louer le matériel. Je pense qu'il y a un effort à faire. On ne vient pas comme ça que l'entreprise sans avoir mis quand même un effort. Donc, à ce niveau, je pense que le FIGA a un rôle à jouer pour que les jeunes puissent au moins commencer jusqu'à ce qu'un jour, ils vont voler de leurs propres ailes. Monsieur le directeur général, le fonds de soutien, le fonds de garantie et de soutien prévoyait dans son action d'accompagner jusqu'à 1200 entrepreneurs, jeunes entrepreneurs. Et vous, vous entrevoyez combien en moyen, en court, moyen et long terme? Alors, le plan d'affaires du FIGA, le business plan de FIGA prévoit, pour un premier temps, 100 entreprises par an. Alors, il faut aller doucement, regarder, c'est un modèle nouveau pour nous. Il faut un peu plus de prudence. Donc, je pense que pour un premier temps, 100 entreprises par an, ça peut faire l'affaire. Monsieur le DG, on parle d'argent. Alors, l'argent, on sait qu'il faut une sorte de lisibilité, de traçabilité. Est-ce qu'on peut voir le FIGA faire ce qu'on appelle garantir ses comptes pour ne pas que demain, ça soit peut-être transformé à une histoire des blanchiments d'argent, mais des comptes qui sont bien traçables? C'est-à-dire la certification des comptes par un cabinet d'audit de renommée internationale. Tout à fait, tout à fait. Comme j'ai dit dès le départ, ça fait partie du point de gouvernance. La gouvernance d'une entreprise, d'un fonds comme le nôtre, il faut les procédures, le rôle de tout et chacun, de l'organe délibérant jusqu'à l'agent. Il faut un plan comptable fiable pour pouvoir avoir les états financiers qui soient certifiables. Et nous avons justement cette intention. D'ailleurs, il faut rendre compte. Rendre compte, c'est faire certifier ce compte. Donc, les cabinets d'expertise, évidemment, viendront certifier nos comptes pour avoir de la crédibilité, parce que l'économie marche sur la base de la crédibilité. Et quand le FIGA, si le FIGA est crédible, bien géré, bien gouverné, et les institutions internationales feront confiance au FIGA. J'ai parlé de la pondération tout à l'heure, 0, que la COBAC, 0, 10%, 20%, que la COBAC va nous donner. Il faut que le FIGA puisse rassurer la COBAC. Monsieur le DG, alors quelle sera donc la durée de vie de votre collaboration avec les entreprises que vous allez accompagner? Est-ce que ça va se limiter dans le temps ou ça durera jusqu'à ce que tant que l'entreprise existe? Tant que l'entreprise est venue nous voir pour demander la garantie ou la banque nous saisit pour la garantie et nous allons suivre l'entreprise jusqu'à l'extinction du crédit. Vous voyez? Donc, j'imagine pour un premier temps, pour les startups, dans le cadre de l'impulsion, pour un premier temps, nous allons suivre l'entreprise jusqu'à ce qu'elle se développe, jusqu'à ce qu'un jour, elle n'aura plus besoin de nous, j'imagine. Mais dans la vie d'une entreprise, l'entreprise a toujours besoin de l'appui des banques. Donc, nous serons toujours là avec l'entreprise tant qu'elle demande le crédit, tant qu'elle demande la garantie. Alors, quand va effectivement démarrer cet accompagnement? L'accompagnement démarre dès lors que l'entreprise a obtenu le financement d'une banque avec notre garantie. Et par rapport à votre calendrier, puisque jusque-là, vous êtes dans la phase d'implantation de votre structure, quand va démarrer l'opération? Quand est-ce que les startups pourront venir toquer à votre porte pour pouvoir bénéficier de votre accompagnement? Alors, évidemment, depuis le 12 janvier, nous avons beaucoup travaillé. Les procédures sont en train d'être finalisées. Le système comptable et les travaux sur le système comptable sont en train d'être finalisés aussi. Nous avons envoyé des projets de convention avec les banques. Je pense d'ici là, dans une semaine, 10 jours maximum, nous allons signer les conventions avec les partenariats avec les banques. Et pour être plus concret, je pense qu'avant la fin de ce mois de mai, nous allons commencer à travailler d'office que sur le volet garanti. Les jeunes pourront venir, évidemment, pour les encadrer dans le cadre de l'impulsion, pour les orienter vers les banques.
Donc, c'est imminent. Ok. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre entretien, hein, le temps étant imparti. Je vais regarder du côté de mes collègues s'il y a encore une ou deux questions pour pouvoir petite boucler cet préoccupation. entretien. Monsieur le DG, beaucoup de projets financés par des partenaires, n'est-ce pas, au développement, vont dans le même sens à peu près que le fonds. Est-ce qu'on peut imaginer à court ou moyen terme une espèce de partenariat entre vous et ces différents projets pour que vous n'ayez pas quand même les gens qui bénéficient et des soutiens de ces projets et puis évidemment du FIGA? Alors, le FIGA, c'est une institution du pays. Voilà. C'est une institution durable. Et vous faites allusion aux projets comme le PADER, comme tant d'autres. Le projet a une durée limitée. Évidemment, nous discutons avec ces projets pour avoir un meilleur modèle pour le FIGA dans le cadre de l'impulsion que je parlais. Donc, nous sommes une institution pérenne alors que vous faites allusion aux projets. Ces projets ont une durée limitée. Alors, monsieur le directeur général, on va terminer, mais j'aimerais quand même que nous puissions nous séparer, et pour les téléspectateurs, avec quand même une note d'optimisme. On le sait, en 30 ans, le fonds de garantie et de soutien n'a pas produit les résultats escomptés. Le fonds de soutien à l'agriculture non plus. Aujourd'hui, on revient avec la même recette, mais modernisée, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui peut nous garantir aujourd'hui, ou garantir aux jeunes, à la jeunesse congolaise, que cette fois-ci, c'est la bonne? Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, il y a tous les mécanismes que nous avons mis en place, notamment les mécanismes de bonne gouvernance. Et le FIGA va être contrôlé, nous allons rendre des comptes, ce qui fait que je suis optimiste que cette fois-ci, c'est la bonne. Monsieur le DG, on va donc terminer. Une toute dernière préoccupation, sinon un résumé. Le FIGA, en conclusion, en quelques mots, quel bénéfice pour le Congo, quel bénéfice pour les partenaires du FIGA, quel bénéfice pour les bénéficiaires? Le FIGA, c'est un modèle qui va bénéficier à tout le monde. D'abord pour l'État, qui va diversifier son économie, qui va accroître les recettes fiscales. Pour les banques qui vont accroître leur produit net bancaire, leurs bénéfices, parce qu'ils ont des clients, on va les emmener les clients, ils vont gagner des parts, ils vont gagner en recettes, en chiffre d'affaires. Et c'est bon pour le FIGA, nous-mêmes, sachant que quand on garantit, il y a une petite commission qui nous est versée pour pouvoir faire face à notre compte d'exploitation. Et pour les partenaires internationaux, c'est un outil de lisibilité de l'économie du pays. C'est un outil qui participe justement à l'amélioration du climat des affaires. Vous voyez. En tout cas, merci, merci monsieur le DG pour tous ces éléments mis à notre disposition. Je rappelle que vous êtes directeur général du FIGA, donc qui est donc le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, lancé officiellement en janvier dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement. En tout cas, merci à mes collègues. Tout le plaisir était pour nous d'être avec nos téléspectateurs pour passer au peigne fin ce grand projet, ce projet ambitieux pour le Congo, ce projet qui va, à n'en point douter, servir au développement économique du Congo, très cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Merci à l'assistante qui n'était autre que vos collaborateurs. Je voudrais remercier, mot de la fin, je voudrais remercier les autorités du pays qui nous ont fait confiance, notamment son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, qui nous a fait confiance, qui a cru au projet. C'est un projet qui a mûri pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a vu le jour. Je voulais remercier les ministres, le gouvernement, Madame Yvonne Adélaïde Mougani, qui a piloté elle-même le projet, qui nous assiste du jour au jour. Je voulais aussi remercier ses homologues des Finances, le ministre des Finances, M. Kalis Nganongo, et le ministre délégué Ludovic Ngaté, qui ont suivi, qui nous ont encouragés à aller sur le marché monétaire pour pouvoir mobiliser le fonds initial. Donc, je dis grand merci aussi à la Banque centrale, au gouverneur de la Banque centrale qui tient à ce projet, qui nous assiste, qui nous a encouragés. Je tiens à remercier aussi tous les partenaires qui croient en nous, les banques. Nous allons faire corps ensemble pour pouvoir enfin financer, faire démarrer
financer l'économie du Congo. En tout cas, tout est dit. Merci, très chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. À une autre occasion, au revoir.